Au moins 25 personnes tuées et de nombreux blessés, c'est le bilan d'une attaque Chebab ce vendredi à Mogadiscio contre l'établissement du Central Hotel. Au Burkina Faso, la grève lancée par l'Union d'action syndicale pour exiger la baisse du prix des hydrocarbures a été un succès. Les travailleurs du pays ont largement suivi le mouvement. Puis en France, l'épidémie de grippe a déjà touché plus de 2 millions de personnes. Il s'agit d'une mise en garde faite par les médecins urgentistes. Samedi 21 février de l'année 2015, Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition. Au moins 25 personnes ont été tuées et de nombreuses grièvement blessées vendredi à Mogadiscio dans une attaque revendiquée par les islamistes Chebab visant un hôtel dans lequel se trouvaient des ministres, des députés et des responsables somaliens. Cet attentat contre l'établissement haut de gamme du Central Hotel est le plus meurtrier en Somalie depuis près de 2 ans. Selon une source à la présidence somalienne, le maire adjoint de Mogadiscio a été tué tandis que le vice-premier ministre et le ministre des Transports ont été blessés. Au moins un député a été tué selon Radio Mogadiscio qui a confirmé la mort du maire adjoint de la capitale. Au Burkina Faso, la grève des 17 et 18 février dernier lancée par l'Union d'action syndicale au Burkina pour exiger la baisse du prix des hydrocarbures a été un franc succès selon les organisateurs. Les travailleurs sur l'ensemble du pays ont très largement suivi le mouvement. Le taux de participation est estimé à 90% selon les organisateurs. Notre correspondant sur place à Ouagadougou, Claude Ramba, a rencontré le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, Bassalmé Bazié, qui dresse le bilan de la grève et annonce que la lutte pourrait se renforcer dans les jours à venir. Voici les détails avec Claude Ramba. Pour Bassolma Bazié, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina CGTB, le succès de cette grève est un signal fort à l'endroit de la transition pour la satisfaction des 8 points de la plateforme revendicative de l'Union d'action syndicale, parmi lesquels la baisse du prix des hydrocarbures, la révision de la loi 013 du 28 avril 1998 sur la grille salariale des agents publics de l'État, la suppression de l'UTS sur les primes et indemnités servies aux travailleurs du public comme du privé. Vous voyez que sur toute la ligne, il n'y a pas un point où nous demandons à l'État immédiatement de mettre la main à la poche ou dans la caisse et servir des travailleurs. Donc quand on estime que nous sommes dans une période de transition, nous ne voulons pas laisser la transition travailler, je pense que ce n'est pas exact. Il faut qu'on comprenne clairement que si ces textes ne sont pas relus, de toute façon ça fait partie des éléments qui ont fait descendre les populations. Sur la question du prix des hydrocarbures par exemple, l'Union d'action syndicale estime insignifiante la baisse de 25 francs intervenue fin janvier sur le litre de l'essence. Pour elle, l'argument du déficit que connaît la Sonabi, la Société nationale d'hydrocarbures, relève plutôt d'une mauvaise gestion que le consommateur ne saurait payer. Je pense que le consommateur a pu faire beaucoup de discipline et beaucoup d'esprit de sacrifice. Nous avons laissé faire. Nous venons avec la transition, on nous sert d'abord des chiffres de 30 et quelques milliards de déficit, après ça passe à 50 et quelques milliards de déficit. À la rencontre du 13 février, on nous dit ça fait 5 et quelques milliards de déficit, nous ça nous inquiète. Manifestement, la rencontre du 13 février dernier entre le Premier ministre et les syndicats a accouché d'une souris. L'Union d'action syndicale a maintenu son mot d'ordre de grève des 17 et 18 février, suivi par près de 90% des travailleurs sur l'ensemble du territoire selon les organisateurs. Après le sitting de la coalition nationale contre la vie chère le 4 février devant le ministère du Commerce et la grève des travailleurs qui vient de s'achever, selon Bassolma Bazié, si le gouvernement n'apporte pas de réponse à leurs revendications, la lutte prendra une tournure sous la forme de journées de protestation sur toute l'étendue du territoire national dans les jours à venir. En République démocratique du Congo, le prix du litre à la pompe est revu à la baisse. Cette nouvelle a vraiment réjoui la population, mais les conséquences ne sont pas remarquables, surtout dans le secteur du transport. Jusque-là, aucun prix n'est revu à la baisse, que ce soit le transport en commun, alors que c'est le souhait de tous, et aucune volonté n'est visible de la part des autorités congolaises. La République démocratique du Congo a rejoint enfin, bien que tardivement, le peloton des pays africains qui ont revu à la baisse le prix du litre du carburant à la pompe. Précédemment vendu à 1525, le litre de sens coûte désormais 1440 francs congolais, soit une réduction de 85 francs congolais. La décision est bien accueillie par les Congolais.
Néanmoins, le doute persiste car, normalement, la réduction du prix du carburant doit avoir des impacts sur le prix du transport et sur celui des autres produits de première nécessité. Mais jusque-là, rien n'a bougé, même du côté prix du transport en commun, pourtant fixé par les autorités du pays. Une situation incompréhensible pour les Congolais. Et je crois que ce ne sont pas les particuliers qui sont là pour déterminer les prix, non. C'est le gouvernement par rapport à ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire par rapport aux grands producteurs. Si le baril est en baisse, automatiquement, ça va baisser. Mais à quel pourcentage? C'est l'État congolais qui détermine. Lorsque le carburant monte, s'il s'agissait d'une montée du carburant, du prix du carburant, ça aurait automatiquement monté dans le prix de transport. Même chez les publics. Hein? Alors pourquoi est-ce que cette négligence? Non, c'est une négligence coupable. Il aurait fallu qu'ils tiennent compte de cette baisse-là dans le prix du transport. Absolument. Pour l'heure, les populations de Kinshasa espèrent une amélioration de la situation dans les jours à venir. L'acteur Barkhad Abdi, qui est retourné récemment dans sa Somalie natale pour la première fois en 20 ans, voudrait changer l'image négative de son pays. Abdi rêve qu'un jour un film puisse montrer une image différente de la Somalie. Reportage. Barkhad Abdi est né en 1985 à Mogadiscio, 6 ans avant que la Somalie ne plonge dans le chaos. Encore aujourd'hui, la majeure partie du pays échappe à l'autorité du fragile gouvernement central et les islamistes Shebab, milices claniques et gangs criminels y prospèrent. Barkhad Abdi a incarné un pirate somalien terrifiant dans le film Capitaine Philippe et quand il est retourné en février en Somalie, pays qu'il a quitté enfant peu après le début de la guerre civile déclenchée par la chute de l'autocrate Siad Barre en 1991, l'acteur a surtout été assailli par des fans qui voulaient une photo avec lui. Je n'ai pas vu la guerre. Je n'ai entendu aucun coup de feu quand j'y étais. Je n'ai pas vu de pirates non plus. Mais la Somalie où j'étais est un pays en pleine reconstruction. Vous voyez, un pays qui se rétablit. Son rôle de pirate déterminé à Sénat à Tom Hanks, c'est moi le capitaine maintenant, a valu à l'acteur de 29 ans une nomination aux Oscars, un BAFTA et une célébrité mondiale jusqu'en Somalie, pourtant plongée dans le chaos depuis 2 décennies. De vastes zones du pays sont toujours en guerre ou au bord de la famine, même si des progrès ont été accomplis et que la situation s'améliore doucement dans certaines régions. Nous n'avons pas juste besoin de fonds. Il ne nous faut pas juste de l'argent. Il nous faut la paix. C'est ça le plus important. Pas juste la nourriture et de l'argent. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons juste besoin que les gens s'aident eux-mêmes et qu'ils soient indépendants. Pour l'acteur, la Somalie est un pays dans un processus de reconstruction et on y trouve bien d'autres choses que la guerre, la sécheresse et la faim, auxquelles est souvent résumé le pays à travers les médias. Barkhad Abdi voudrait pouvoir raconter une histoire différente. Aux jeunes Somaliens, il dit, je cite, « Soyez les meilleurs dans quoi que vous fassiez, travaillez dur. En tant qu'être humain, si vous respectez les gens, ils vous respecteront en retour. » En France, l'épidémie de grippe a déjà touché plus de 2 millions de personnes et provoque une saturation des hôpitaux comparable à celle de l'été caniculaire de 2003. Une mise en garde faite par les médecins urgentistes. Marisol Touraine, ministre de la Santé de France, a déclenché jeudi soir à l'échelle nationale le dispositif destiné à faire face à des situations sanitaires exceptionnelles, le plan Orsan. Ce plan comprend la mobilisation du secteur ambulatoire pour ne recourir à l'hospitalisation qu'en cas d'urgence, l'ouverture de lits hospitaliers supplémentaires et le renforcement des équipes soignantes dans les établissements en difficulté. La sursaturation des services d'urgence est comparable à celle de l'été 2003, période durant laquelle la canicule avait fait 15 000 morts, d'après le président du service d'aide médicale urgente de France, François Braun. Plus de 2 millions de personnes depuis le début de l'épidémie ont déjà été touchées par la grippe saisonnière.
Parmi les victimes, les plus de 65 ans sont les plus sévèrement touchés selon l'Institut de veille sanitaire. 245 nouveaux cas graves de grippe ont été admis en réanimation la semaine dernière. Sur les 728 cas graves répertoriés depuis le 1er novembre, 72 ont abouti à des décès. La ministre de la Santé a rappelé l'importance de la vaccination, en particulier pour les personnes âgées et le personnel de santé. Cependant, les autorités sanitaires américaines ont averti le 15 janvier que le vaccin contre la grippe cette année offre une protection de seulement 23% chez les personnes de tous âges en raison d'une mutation de la souche du virus. Au plus bas dans les sondages, désavoué par son propre camp, le président du Pérou, Ollanta Humala, a procédé à un nouveau remaniement ministériel. L'idée est de freiner l'affaiblissement d'un gouvernement en but à des accusations d'espionnage et de corruption. Les détails. Intervenu mardi soir, ce remaniement a surpris la plupart des citoyens du Pérou. Ont été alors remplacés les ministres de la Justice, des Mines, du Travail et de la Femme. Mais le clou de ce changement est le départ du ministre de l'Intérieur, le polémique et populaire général à la retraite, Daniel Urretsi, qui fait l'objet de poursuites pénales pour son implication présumée dans le meurtre d'un journaliste en 1991. Le ministre Urretsi a dû céder son fauteuil après avoir nié dans un premier temps que la police avait ouvert le feu sur des manifestants qui tentaient de prendre le contrôle d'une installation de la compagnie argentine Plus Pétrole en Amazonie péruvienne. Au cours de ces incidents dans le village de Pichanaki, une personne a été tuée et au moins 30 autres blessés par balle par la police. Cette affaire est sous investigation par le Conseil suprême de la justice militaire et se trouve toujours dans un processus d'investigation. Cependant, je voudrais dire clairement que nous prenons toutes les mesures et précautions nécessaires dans cette affaire de façon que cette enquête soit effectuée dans la plus grande impartialité et objectivité, car évidemment, une accusation de cette sorte est très grave pour les relations bilatérales entre le Pérou et le Chili. Des faits que le ministre a dû reconnaître par la suite. À 14 mois de la prochaine élection présidentielle, la cote de popularité d'Ollanta Humala au pouvoir depuis 2011 a chuté à 22% selon un sondage rendu public dimanche. Il s'agit du niveau le plus bas de popularité en 43 mois de gestion. Quelques 13 des 47 parlementaires de sa coalition l'ont également déserté ces derniers mois en raison de désaccords politiques. Le remaniement intervient alors que plusieurs affaires récentes ont terni l'image de la présidence, dont la fermeture temporaire de la Direction nationale du renseignement suite à des accusations d'espionnage de personnalités politiques. En outre, le parquet a ouvert une enquête à l'encontre de l'épouse du président Humala, Nadine Heredia, pour blanchiment de capitaux présumés. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de journée à vous en notre compagnie. Au revoir.